Ils sont étranges, Ils ont de très étranges yeux circulaires. mystérieux. Cette pyramide évoque une grande rampe de lancement au sommet d'une plateforme. Gigantesque. Regardez la taille de ces blocs de pierre. J'en vois un là-bas qui doit faire au moins 1 tonne. Mais sont-ils d'origine extraterrestre? Il s'est passé dans cette île quelque chose de très insolite. Marty Lagina, le chasseur de trésors d'Oak Island, Ça a dû exiger un effort extraordinaire. se joint à Giorgio Tsoukalos, partisan de la théorie des anciens astronautes, Que représente ceci selon vous? Ça pourrait être une sorte d'engin volant. pour explorer l'un des endroits les plus étranges de la Terre. On peut penser que la Sardaigne était le point d'origine des géants dans le monde ancien. Marty aidera-t-il Giorgio à résoudre un très ancien mystère? Regardez, c'est un cercle parfait. C'est spectaculaire. Et rentrera-t-il chez lui, convaincu de l'existence des extraterrestres? Je suis littéralement emballé. Le ou les constructeurs de ce site possédaient des connaissances extraordinaires. La Sardaigne, en Italie. De nos jours, cette De île pierre qu'on appelle nurag. Elles ont été édifiées à une époque très ancienne. On y trouve aussi des monuments mégalithiques appelés tombes des géants. des géants? Est-il possible que la Sardaigne ait été habitée autrefois par une race de géants étrangement différente de la nôtre? Si c'est le cas, d'où venait cette race? Et question plus importante encore, où a-t-elle disparu? C'est pour tenter de répondre à ces questions fascinantes que l'éditeur et partisan de la théorie des anciens astronautes, Giorgio Tsoukalos, s'est rendu en Sardaigne en mai 2018. Giorgio! Quel endroit invraisemblable! Impressionnant, non? Ravi de vous rencontrer ici, en Sardaigne. Il a profité de son voyage pour rencontrer Marty Lagina, le chasseur de trésors d'Oak Island, qui a visité l'île à maintes reprises au cours des années et qui partage la fascination de Giorgio Tsoukalos pour la Sardaigne. Ma dernière visite ici remonte à environ 35 ans. J'étais venu avec mes parents pendant les vacances d'été. Sans blague. Ma famille est d'origine italienne. Je suis venu ici il y a 4 ans, je pense, pour un cours de langue italienne. C'est à cette occasion que j'ai entendu parler des nurags et des sites anciens de l'île. Je me suis rendu compte que personne ne semble rien savoir à leur sujet. J'aimerais vraiment savoir, Giorgio, ce que vous en pensez. Bien. Je ne sais pas si ça vous dira quoi que ce soit, mais j'ai discuté avec certains des habitants de l'île et beaucoup m'ont parlé de nombreuses légendes concernant des géants. Ouais. Ça vous semble significatif? Absolument. Il y a quelques années, je suis allé faire de l'exploration à Malte. Or, toute la civilisation ancienne, là-bas, repose sur le concept de géant. Vraiment? Certains ont émis l'hypothèse que, selon la théorie des anciens astronautes, lorsque les dieux sont descendus sur la Terre et se sont accouplés avec les belles terriennes, ils ont engendré des géants. Chaque fois qu'on est en présence de récits et de légendes sur les géants, ça suscite chez moi un vif intérêt. Eh bien, vous trouverez ici beaucoup de matière. Allons explorer. Très bien. Alors, allons-y. Pour commencer leur enquête, Giorgio et Marty se rendent au Musée archéologique national de Cagliari, où sont exposés certains des objets les plus anciens et les plus étranges qu'ait produit la Sardaigne. C'est tellement étrange. Regardez ce casque, ces yeux bizarres. La collection du musée comporte un ensemble de statues colossales en pierre qu'on appelle les géants de Montprama. C'est un cultivateur de l'île qui les a découvertes en 1974 après s'être buté sur une grande pierre sculptée qui sortait du sol. Les archéologues n'ont ensuite pas tardé à fouiller le site où ils ont mis au jour plus de 5000 fragments de statues. Les historiens traditionnels attribuent ces statues à la civilisation nuragique qui aurait été présente dans l'île pendant 2000 ans, soit de 1800 avant Jésus-Christ jusque vers l'an 200 de notre ère avant de disparaître dans des circonstances obscures. Mais ce qui ajoute encore au caractère mystérieux de ces statues, c'est le style étrange de leur visage sculpté, qui donne à ces géants une allure assez peu humaine. D'aucuns seraient tentés, en fait, d'y reconnaître. Les statues géantes découvertes à Montprama font entre 2,25 m et 2,50 m de haut.
On y trouve des guerriers, des boxeurs et des archers. Les statues elles-mêmes ne sont pas remarquables seulement pour leur taille. On pense qu'elles représentent en fait le peuple nuragique et qu'elles donneraient une idée relativement exacte de l'apparence de ce peuple. Si celui-ci est un modèle réduit des autres, pourquoi n'a-t-il pas des yeux en forme de disque? Il n'en a pas, pourtant il pourrait en avoir. Le plus étrange pour moi, c'est le fait que les géants de Mont Brahma, bien qu'on les ait découverts dans les années 1970, n'ont été exposés au public qu'à partir de l'an 2000 environ. Je pense que ces statues ne correspondent tout simplement pas aux conceptions traditionnelles des archéologues au sujet de l'île. Elles incitent plutôt à soupçonner qu'il s'est passé dans cette île quelque chose de très insolite. Ils sont d'allure très humaine, bien sûr, à part les yeux bizarres. Et la taille démesurée. En effet. Ces figures de pierre ont une allure très insolite. On a l'impression qu'elles représentent bel et bien des géants. Leur caractéristique la plus frappante, ce sont leurs très étranges yeux circulaires. Ils leur donnent presque l'air de venir d'un autre monde. En sortant du musée, Giorgio et Marty se rendent dans un restaurant situé à proximité pour y rencontrer Maria Paola Loy, une guide archéologique qui a offert de leur parler de certaines légendes locales. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Enchanté. Bienvenue en Sardaigne. Merci. Fantastique. Oui. Vous êtes allé au musée? Oui. Bien. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé des objets qu'on y expose. Il y a 6 mois à peine, je ne connaissais même pas l'existence de ces statues. La première pensée qui m'est venue, en découvrant ces géants, c'est que leurs yeux ressemblaient non seulement à ceux du robot C-3PO dans la Guerre des Étoiles, mais aussi à ceux des statues aux yeux géants qu'on trouve à Tel Asmar et qui datent de l'époque sumérienne et babylonienne. Initialement, les archéologues et les chercheurs qui se sont intéressés à la civilisation nuragique ont cru que ce peuple était probablement originaire de Mésopotamie. On pense donc aux Anunnaki. Bien sûr. Les Anunnaki sont cette race de géants ailés dont parlent les textes sumériens anciens et qu'on voit souvent représentés dans les temples et dans l'art de l'ancienne Babylone. Il existe de nombreux liens entre la langue sarde et les différentes langues de la Mésopotamie. Cela permet de penser que les Sumériens sont effectivement venus en Sardaigne. Ils auraient pu apporter avec eux les traditions concernant les Anunnaki, ces dieux du ciel et de la terre que beaucoup considèrent comme des êtres venus du ciel. Un fait intéressant concernant les Anunnaki, c'est que de nombreux reliefs muraux sculptés les montrent se tenant au milieu d'autres Sumériens d'origine humaine. Ils sont toujours représentés comme des êtres de haute stature, plus grands que les autres. Les statues de géants qu'on trouve en Sardaigne pourraient en réalité représenter des Anunnaki. J'en ai la chair de poule. Bien sûr. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Connaissez-vous des légendes anciennes concernant la présence de géants en Sardaigne? Oh oui. Venu visiter l'île méditerranéenne de Sardaigne à la recherche de traces d'une activité extraterrestre ancestrale, Giorgio Tsoukalos et Marty Lagina, le chercheur de trésors d'Oak Island, font une halte dans un restaurant local pour y rencontrer la guide archéologique Maria Paola Loy. Le terme de géant se retrouve dans le nom des tombes de géants, dans celui des statues de géants et aussi dans le type d'architecture qu'on appelle cyclopéenne. Aux yeux d'un observateur, seul un cyclope aurait pu construire ces murs. C'est ce qu'affirme la légende. Oui. Les cyclopes, bien entendu, sont les géants mythologiques que mentionne aussi Homère dans l'Odyssée. Oui. Dans l'Odyssée, poème épique grec écrit par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ, le héros, Ulysse, rencontre un cyclope nommé Polyphème. C'est un géant n'ayant qu'un œil et vivant dans une île avec ses semblables. Selon la légende, Polyphème était en partie divin puisqu'il était le fils de Poséidon, dieu. Je suis toujours curieux de connaître l'origine véritable, la source d'inspiration initiale. Que s'est-il passé? C'est ce qu'on cherche, non? Oui, c'est l'objet de notre quête.
Le lendemain, Giorgio et Marty se rendent dans la ville isolée de Sidi C'est super. pour visiter un site appelé Sadomu et Sorku, une des tombes de géants. On trouve dans l'île plus de 800 constructions du même genre. Ces pierres se rapprochent de celles que vous avez évoquées pour d'autres sites. Oui, je dirais qu'elles font au minimum entre 4 et 6 tonnes. Ou entre 4 et 12. Ils sont accompagnés de leur guide archéologique Ivana Malou. Il est intéressant de constater que les blocs les plus gros sont placés au sommet. Il serait plus naturel de les disposer à la base, puis d'entasser les blocs plus petits par-dessus. Un mécanisme de levier devait donc être nécessaire. Oui. Qu'en pense l'ingénieur que vous êtes? C'est très impressionnant. De nombreuses personnes motivées ont dû y travailler pendant une longue période. Comment s'appelle cette construction? Il s'agit bien sûr d'une tombe de géant. Elle s'appelle Sadomo et Sorku. Ce qui veut dire? Sadomo, la demeure, et Sorku, l'ogre. C'est donc considéré comme la tombe d'un géant. A-t-on trouvé des ossements à l'intérieur? Dans de nombreux autres, oui, mais pas dans celle-ci, malheureusement. Bien qu'aucun ossement n'ait été découvert dans Sadomu et Sorku, bon nombre des 800 tombes similaires qu'on trouve en Sardaigne ont livré des restes humains anciens. On a retrouvé assez peu de restes humains dans ces tombes. Les 800 tombes de l'île ont livré quelque chose comme une centaine de squelettes humains. Cela veut dire ou bien que les... Dans le monde entier, on trouve ces histoires de géants. Si on pense qu'à une certaine époque, des géants vivaient ici et là sur la Terre, on doit se demander s'il ne s'agissait pas, en fait, d'un seul et même peuple. Oui. Assez parlé, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je n'avais pas idée de toutes les découvertes étonnantes qui m'attendaient en Sardaigne. Ces constructions mégalithiques, que sont les tombes des géants, représentent l'un des mystères les plus déroutants auxquels j'ai eu affaire jusqu'à présent. Waouh! Très impressionnant. Regardez la beauté de la construction. Et regardez ce bloc de pierre. Vous voyez le gros bloc là-haut? Oui. Il est censé être le plus gros de tout le site. Il ferait 12 tonnes et quelques. Le poids de ce bloc de pierre est estimé à 12 tonnes. 12 tonnes. Waouh! Et ici, on a ce qui ressemble à un autel ou à une niche. C'était probablement destiné à recevoir une offrande votive ou à accomplir un rituel. À mon avis, certaines de ces tombes étaient destinées dans la culture nuragique à ce qu'on appelle le rite d'incubation. Les constructions mégalithiques étaient érigées au-dessus du corps des géants qui étaient enterrés dessous. Puis, pendant le rite de l'incubation, les jeunes gens se glissaient à l'intérieur de la tombe pour y passer la nuit. L'objectif était de permettre à ces jeunes gens, par l'incubation, d'absorber la force, la prouesse, la puissance des entités qui étaient enterrées sous la tombe. Les puissants, les héros, les géants. On voit qu'ils en ont beaucoup soigné la forme. Tout ceci était manifestement intentionnel. On peut affirmer que les bâtisseurs de ce monument obéissaient à une inspiration ou à une motivation très forte. Ouais. Une race d'êtres de taille colossale a-t-elle réellement habité la Sardaigne il y a de nombreux siècles? Et si c'est le cas, est-elle d'origine terrestre ou extraterrestre? Un peu partout en Europe occidentale, on trouve plus de 10 000 pierres dressées qu'on appelle menhirs. On pense qu'elles remontent à la préhistoire, mais leur fonction reste un mystère. La Sardaigne abrite des centaines de ces menhirs et le partisan de la théorie des anciens astronautes, Giorgio Tsoukalos, est convaincu qu'il pourrait permettre d'en savoir plus sur l'histoire de l'île. En compagnie de Marty Laguina, le chasseur de trésors d'Oak Island, il a donc donné rendez-vous à la guide archéologique Ivana Malou, au musée des statues menhirs de Laconie.
Regardez ce cercle très étrange traversé d'une sorte de lance. Qu'en pensez-vous, Marty? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais trop. Et j'ignore aussi ce que ceci représente. Je vous en prie, dites-moi ce que je suis censé voir. C'est un homme en train de descendre. Il descend vers une autre dimension. Ne me demandez pas où il va, ni vers quel autre monde. Mais il part en voyage pour se rendre d'un point A à un point B. Quoi que ça symbolise, ça devait être très important. Il a fallu énormément de travail pour réaliser ceci. La pierre est très lourde et la sculpture en relief est une technique très difficile. Ah ouais. Que représente ceci, selon vous? C'est un être doté d'une paire d'ailes. On dirait la version primitive d'une sorte d'ange. À mon avis, on est en présence d'un visiteur en train de descendre du ciel. Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle un veilleur. Les veilleurs sont des anges déchus mentionnés dans l'Ancien Testament. D'après le livre de Daniel et les textes apocryphes appelés Livre d'Enoch, Dieu a envoyé sur la terre un groupe d'anges, les veilleurs, pour qu'ils veillent sur l'humanité. Mais les veilleurs ont désobéi à la volonté divine en s'accouplant avec des femmes humaines, engendrant une race mutante de géants, les Néphilim. On les appelait les puissants des temps anciens. Ils étaient physiquement gigantesques et ont semé la destruction et le chaos sur la terre. C'est alors que Dieu a décidé de provoquer le déluge. Même si la Bible nous apprend que Noé et sa famille ont été les seuls humains à survivre au déluge, les anciennes légendes nous disent qu'il y a eu d'autres survivants en de nombreux endroits. Le terme Néphilim est associé à des entités génétiquement hybrides. Pour moi, cela veut dire qu'elles étaient en partie extraterrestres. Leur histoire est liée à celle du déluge. Il est donc possible que les Néphilim aient décidé d'établir de nouvelles colonies pour remplacer celles qui avaient été détruites. On doit se demander si la Sardaigne n'a pas servi de refuge aux Néphilim. L'élément qui me paraît le plus fascinant, c'est cette forme, dans le bas. L'archéologie traditionnelle y voit une arme, une sorte de poignard, ce qui est certes plausible. Mais comme elle est associée à ce symbole qui se trouve au-dessus, on peut aussi penser qu'il s'agit de la représentation d'une forme de technologie mal comprise, une sorte d'engin volant. Est-il possible que les images gravées sur les menhirs de Sardaigne représentent non pas des anges descendus du ciel, mais des visiteurs extraterrestres, des êtres venus d'un autre monde à bord de vaisseaux spatiaux et ayant engendré sur la Terre une race de géants? À la recherche d'une preuve déterminante à l'appui de la théorie selon laquelle la Sardaigne aurait autrefois abrité une race de géants extraterrestres, Bonjour, monsieur. Ciao. Giorgio et Marty entreprennent d'aller jeter un coup d'œil à la plus ancienne construction de l'île. Ils la découvriront sous le même angle que les extraterrestres eux-mêmes auraient pu la voir, du haut des airs. Giorgio, la voilà. La pyramide à étages du mont Dakoti a été érigée vers l'an 4000 avant Jésus-Christ. La fonction du site reste toutefois inconnue. Est-ce que ça vous rappelle autre chose que vous auriez déjà vu ailleurs? Oui, certainement. On dirait une sorte de pyramide à étages, semblable aux ziggourats qu'on voit en Mésopotamie. C'est très intéressant. Comment expliquer que des pyramides à étages se retrouvent à la fois ici et en Mésopotamie? De plus, on a quelque chose de semblable encore plus près d'ici, aux Canaries, dans l'île de Tenerife. Les archéologues ont découvert que la construction d'origine au mont Dakoti a été complètement recouverte vers 2800 avant Jésus-Christ de couches composées d'un mélange de terre et de pierre. La plateforme la plus basse, quant à elle, présente des traces d'incendie.
Pour cette raison, certains partisans de la théorie des anciens astronautes ont émis l'hypothèse qu'elle ait pu remplir un rôle bien précis pour les visiteurs extraterrestres. Il est possible qu'à une époque ancienne, ces sites aient servi en quelque sorte de quai de chargement pour des vaisseaux spatiaux. L'emplacement de la plateforme supérieure la rend particulièrement propre à recevoir un vaisseau spatial de grande taille. La rampe d'accès a pu servir à charger ou à décharger du matériel. On doit donc se demander si cette ziggourate n'est pas une sorte de plateforme spatiale antique. Se trouverait-on ici en présence d'une pyramide à étages, érigée par nos ancêtres sur le modèle d'une construction qu'ils auraient vue ailleurs et qui les aurait impressionnés, à un point tel qu'ils auraient décidé d'en construire une réplique en pierre? C'est une idée très intéressante. Les merveilles architecturales de la Sardaigne ont-elles été édifiées il y a des milliers d'années pour répondre aux besoins d'une race d'extraterrestres? Ou ont-elles été construites à une époque plus récente par des humains primitifs qui, ayant été témoins d'une activité extraterrestre, auraient cherché à l'interpréter d'une manière compréhensible pour eux? Pour Giorgio et les partisans de la théorie des anciens astronautes, la réponse à cette question sera peut-être fournie par l'examen d'un mystérieux monument érigé pour suivre avec une précision étonnante certains phénomènes célestes. Paoli Latino, en Sardaigne, en mai 2018. On y est. Excité? Oui. Génial, suivez-moi. Giorgio Tsoukalos, Marty Laghina et la guide archéologique Ivana Malou se rendent au puits sacré de Santa Cristina. Daté d'environ 1800 avant Jésus-Christ, ce site ancien aurait été aménagé non pas pour servir à l'approvisionnement en eau, mais bien pour permettre l'observation remarquablement précise d'un phénomène céleste très particulier. À leur arrivée sur le site, ils sont accueillis par l'archéo-astronome et auteur Mauro Pepino Zeda. Attendez une seconde, aspetta. D'accord. Ces marches sont modernes, non? Je sais. C'est une reproduction, sérieusement. Non, je sais, je sais. C'est une reproduction. C'est ce que les gens disent quand ils viennent ici. Oh, Ivana, c'est un faux. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rendez compte? Ce puits est vieux de 3000 ans. Non, sans blague. Ce sont les pierres d'origine? Mais oui, croyez-moi. Waouh. À 100%. C'est bâti pour l'éternité. C'est spectaculaire. Le puits de Santa Cristina témoigne d'une telle maîtrise des techniques de la maçonnerie que les archéologues ont du mal à expliquer comment il peut être l'œuvre d'un peuple prétendument primitif. Ces nombreuses années de recherche ont mené Giorgio à la conviction que la qualité de la maçonnerie, de même que les rapports de ce puits avec des phénomènes célestes, pourraient constituer d'importants indices à l'appui de la théorie voulant qu'une race d'extraterrestres géants ait autrefois habité dans cette île. Vous voulez aller voir de plus près à quel point ce mur est sophistiqué? Oui. On veut descendre. Oui, bien sûr, il le faut. Vous pouvez toucher le mur avec vos mains. C'est fou. Incroyable. Regardez, c'est rond. C'est un cercle parfait. Impossible d'y glisser une feuille de papier. Mais aucun mortier ne retient tout ça ensemble. C'est extraordinaire. C'est oui. incroyable. Non seulement c'est magnifiquement construit, mais la fondation se trouve sous la nappe phréatique. C'est très difficile à réaliser. Je peux en témoigner grâce à Oak Island. Travailler dans l'eau est très exigeant. C'est difficile. C'est spectaculaire. Cette coupole est construite de manière à permettre l'observation de la Lune à son maximum de luminosité. Ce maximum revient tous les 18,6 ans. La pleine Lune se reflète alors dans l'eau profonde qui se trouve là. Ce dont parle Ivana Malou est un phénomène astronomique appelé lunistis. Ce terme désigne le moment où la Lune atteint son point le plus haut dans le ciel nocturne et semble y rester immobile pendant des heures avant de finir par redescendre. Mais comment une civilisation ancienne, ignorant prétendument les mathématiques de même que l'écriture, a-t-elle pu concevoir une méthode aussi précise et aussi ingénieuse pour suivre l'évolution d'un cycle lunaire dont les manifestations ne devaient guère se produire plus d'une ou deux fois au cours d'une vie humaine?
On se demande, puisqu'ils ne connaissaient pas l'écriture, comment ils ont pu élaborer des plans. Il est possible de construire sans plan, même si on n'est pas architecte. C'est ce qu'il dit. Vous pourriez bâtir votre maison sans avoir un plan? Non. Il est clair que quelqu'un a indiqué à la population locale comment placer ces pierres en différents endroits pour établir un lien avec le monde céleste. C'est après coup que ce site est devenu un lieu de culte. Un lieu de culte ne peut naître qu'à la suite d'un événement extraordinaire, pas avant. Vous pensez donc que la technologie nécessaire a été donnée à la population? Les notions d'ingénierie. Oui. Tout ceci exige des mathématiques. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Le ou les bâtisseurs de ce site possédaient des connaissances extraordinaires. Ce n'est pas facile à construire. Non. Peut-on penser que les anciens habitants de la Sardaigne auraient reçu des notions d'ingénierie hautement évoluées et que celles-ci se seraient transmises de génération en génération pendant des milliers d'années? Mais si c'est le cas, d'où provenaient ces connaissances à l'origine? Mon hypothèse, c'est que ces notions d'ingénierie ont été communiquées à la population de l'époque par des extraterrestres. Je ne dis pas ça à la légère. Je le dis seulement parce que les légendes et la statuaire qui ont été trouvées dans l'île évoquent toutes des êtres descendus du ciel. Pourquoi des êtres venus d'un autre monde auraient-ils enseigné aux anciens habitants de la Sardaigne à suivre avec précision un phénomène lunaire qui se produit seulement une fois tous les 18,6 ans? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que la réponse se trouve dans le récit biblique concernant les Néphilim, cette race de géants née de l'union d'anges déchus et de femmes humaines. On sait que les Néphilim étudiaient l'astronomie. Ils étudiaient les cycles de la Lune et du Soleil, l'astrologie, l'architecture. Il est clair que la Sardaigne a pu être l'un des lieux où ces connaissances ont été recueillies. Est-il possible que les Néphilim qu'on retrouve dans la Bible aient révélé aux humains l'existence du cycle lunaire de 18,6 années? La réponse est vraisemblablement oui. Dans la Bible, il est dit qu'ils ont été anéantis par un cataclysme comportant un déluge. Certains d'entre eux auraient-ils survécu au déluge? La Bible affirme que oui. C'est une idée intéressante que celle voulant que les survivants du déluge se soient déplacés du Moyen-Orient jusqu'en Sardaigne et que la Sardaigne soit devenue un refuge pour les Néphilim, ces géants, qui y auraient instauré une culture adorant la Lune. Le puits de Santa Cristina constitue-t-il une preuve que l'ancien peuple nuragique est entré en contact avec les êtres géants de la Bible appelés les Néphilim? Les partisans de la théorie des anciens astronautes répondent que oui, et estiment que d'autres constructions existant en Sardaigne peuvent nous orienter vers l'origine à la fois des Néphilim et de leurs ancêtres extraterrestres. Parmi les nombreuses sculptures et constructions mystérieuses en pierre qu'abrite la Sardaigne, les plus déconcertantes sont peut-être les tours mégalithiques dont on trouve des milliers d'exemplaires un peu partout dans l'île. Ces tours, appelées nurags, constituent des merveilles d'architecture. Chacune d'entre elles est construite à l'aide de pierres colossales, assemblées sans mortier. La conception traditionnelle concernant la fonction de ces tours veut qu'on les ait construites pour servir de fortification. Mais comment fait-on pour ériger 30 000 tours avec tout le matériel et la main-d'œuvre que cela implique, et ce, tout en continuant à pratiquer l'agriculture et à se défendre contre des ennemis pendant la construction? En quête d'une information de première main sur les nurags, Giorgio Tsoukalos et Marty Laghina, accompagnés de la guide archéologique Ivana Malou, se rendent au nurag Santu Antine, l'un des plus imposants de toute la Sardaigne. Allons à l'intérieur. Oui. Allons-y.
Est-il possible que ces colossales constructions de pierre soient liées aux nombreux récits mythologiques concernant les géants qui, de l'avis de nombreuses personnes, auraient vécu dans l'île il y a des milliers d'années? Je vous montre le chemin. Et voilà. Waouh, Ivana, c'est... Waouh. Regardez. C'est très impressionnant. Regardez. Parmi les 8000 nurags que compte la Sardaigne, celui-ci est le seul qui comporte 3 niches reliées entre elles par un tunnel. C'est absolument fou. Regardez la taille de ces blocs de pierre. J'en vois un là-bas qui doit faire au moins 1 tonne. Oui. Ça a exigé un effort extraordinaire, absolument extraordinaire. Je pense qu'il faut l'attribuer à une société très avancée par certains aspects. On se demande alors d'où lui venaient les connaissances nécessaires. Ouais. Cette construction n'a rien de simple. C'est intéressant. Parce qu'il y a d'autres lieux dans le monde où on trouve ce type de maçonnerie. On se demande à quoi on a affaire. Alors, Giorgio, on est ici depuis un moment. Qu'en pensez-vous? De quoi s'agit-il? Eh bien, certains ont émis l'idée que les sites comme celui-ci seraient en relation avec une constellation, comme celle des Pléiades. D'après les travaux de l'auteur et archéologue italien Augusto Mulas, la constellation des Pléiades aurait joué un rôle important dans les rituels religieux pendant des milliers d'années, en particulier dans l'ancienne Babylone. Mulas a également constaté que, vu du haut des airs, le nurag Santu Antine forme, avec 6 autres nurags, un groupe dont la disposition correspond exactement à la configuration des 7 étoiles des Pléiades. Mais pourquoi? Se serait-il lié de quelque manière aux antiques récits babyloniens sur les Anunnaki, ces géants ailés qu'on voit représentés sur de nombreuses sculptures anciennes et qui semblent étrangement similaires aux veilleurs mentionnés dans la Bible? Les partisans de la théorie des anciens astronautes répondent résolument par l'affirmative, tout en citant de nombreux autres liens entre des civilisations anciennes et la constellation des Pléiades. Les Pléiades forment un groupe d'étoiles très important pour de nombreuses cultures anciennes, dont les Mayas, les Cherokees et d'autres. Ces peuples croyaient qu'elles correspondaient au lieu d'origine de nos créateurs. Certains pensent même que des êtres font la navette entre les Pléiades et la Terre depuis des millénaires. Le lien avec la Sardaigne nous oblige à nous demander si les habitants de l'île n'auraient pas été en contact avec des êtres venus des Pléiades. Je trouve extrêmement fascinant le fait que ces nurags constituent des représentations d'une section du ciel nocturne. Alors, peut-être faut-il y voir la carte de visite laissée par les extraterrestres qui voulaient ainsi nous indiquer d'où ils venaient. Une sorte de plan. Exactement. Cette tour est toujours debout après 3000 ans d'existence. Les édifices que nous bâtissons aujourd'hui tiendront-ils aussi longtemps? Bonne question. J'en doute. Toutes ces constructions ont été érigées dans un style mégalithique à l'intention d'une génération future qui arriverait à saisir la contradiction qu'elles comportent. Si la Sardaigne a réellement abrité une race de géants, qui étaient ces derniers? Faut-il les identifier avec les Néphilim, ces rejetons hybrides de ceux qu'on appelle les veilleurs? Mais si c'est le cas, qu'est-il advenu d'eux? Ont-ils été anéantis par le déluge? Ou certains d'entre eux ont-ils survécu? Mais chaque fois, on les a discrètement fait disparaître. Avant de quitter la Sardaigne, Marty et moi étions censés avoir enfin accès à un os de géant. Tout avait été convenu. On a alors été avisé que la personne en question s'était désistée et ne nous montrerait pas son os de géant. Pourquoi ce retrait? On peut penser qu'une forme de censure est en cours en Sardaigne. De la censure? Des preuves matérielles indiquant que des géants ont autrefois habité la Sardaigne auraient-elles donc été délibérément dissimulées? Mais alors, par qui? Et pourquoi? Pour Giorgio et Marty, il s'agit là d'une des nombreuses questions que leur voyage laisse sans réponse. Je voulais vous demander, les anciens astronautes ont-ils visité la Sardaigne? À mon avis, il ne fait aucun doute que les extraterrestres ont visité la Sardaigne dans les temps anciens.
Parce qu'on trouve des constructions mégalithiques similaires, d'origine inexplicable, ailleurs sur la planète. Ça fait partie d'un tout que vous avez observé ailleurs. Ça enrichit le portrait d'ensemble. Oui, d'accord. Nos ancêtres ont tous reçu l'enseignement des mêmes visiteurs. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que j'estime que c'est l'approche scientifique qu'il convient d'adopter. On part d'une supposition, puis on la soumet à l'épreuve du réel. On la confronte avec le monde réel, avec les éléments de preuve. Je voudrais que les faits me convainquent. Tout ce que j'espère avoir accompli avec vous, c'est de vous inciter à envisager les autres endroits, comme celui-ci, en vous disant « Ce Giorgio, il tient quelque chose. » Vous voulez que je sois convaincu? Oui, exactement. C'est un point important. Vous me regardez dans les yeux en vous disant convaincu que les anciens astronautes ont visité cette planète et y ont semé les germes qui ont inspiré les humains bâtisseurs de ces sites. Je ne peux pas prouver que vous avez tort. Je ne peux pas. Et je ne connais personne qui le puisse. Le dossier reste donc ouvert. J'espère que vous en lirez le prochain chapitre. Écrivez-le et je le lirai, d'accord? Je le lirai. On ne peut pas prouver la théorie des anciens astronautes avec un seul élément de preuve. Il faut assembler les morceaux d'un immense casse-tête. En Sardaigne, on trouve des constructions incroyables, des histoires de géants et des statues qui ressemblent à des géants. On doit donc se demander si la Sardaigne, à une certaine époque, n'a pas reçu la visite d'extraterrestres. Suis-je convaincu? Absolument pas. Mais suis-je prêt à tout rejeter d'emblée? Non. À mon avis, ce serait sans doute une erreur tout aussi grave. On ne sait pas tout ce qui a pu se passer sur cette planète. Et on ignore aussi si nous sommes seuls dans l'univers. Ça me semble peu probable. Quelque part, profondément enfouis sous les ruines de la Sardaigne antique, gisent peut-être les restes d'une race ancienne d'êtres en partie humains et en partie extraterrestres. Si on en trouve un jour des preuves matérielles, nous renseigneront-elles sur l'incroyable passé de l'espèce humaine ou sur son avenir? Un avenir qui nous verra retourner aux étoiles, d'où nous sommes peut-être venus il y a des milliers d'années. Cette découverte est, à mon avis, la plus importante. Découverte importante du XXIe siècle. L'Égypte. Une énigme voilée par les sables de l'Etan continue de captiver notre imagination, même aujourd'hui renommée dans l'Antiquité pour ses mystères. Remarquable est son caractère inégalé, les prouesses du génie civil égyptien demeurent un trésor de secrets non déchiffré ne les paillait. Fascinant de voir comment l'essence d'un ancien l'Égypte dans toute sa splendeur reste encore largement méconnue. Pour nous-mêmes, si des découvertes périodiques laissent entrevoir les capacités extraordinaires de cet ancien. La civilisation. La majeure partie du passé de l'Égypte demeure enfouie sous ces vastes sables. La spectaculaire Égypte, un accomplissement tellement stupéfiant dans la complexité et l'ampleur de la situation, ont amené beaucoup de personnes à se poser des questions. Une question qui brouille les frontières de la réalité et la science-fiction pourrait être: les anciens Égyptiens ont été en contact avec des êtres extraterrestres qu'ils ont transmis leurs connaissances avancées aux humains en utilisant de nouvelles technologies telles que les robots à corps mou, qui sont capables de creuser des tunnels à travers le sable et pour naviguer dans des espaces restreints. Les explorateurs ont créé des découvertes terrifiantes dans les sables d'Égypte. Quelles étaient exactement ces découvertes époustouflantes? Et comment remodèlent-ils notre compréhension d'eux? L'Égypte antique et son peuple, nous le découvrirons. Bienvenue dans le nouvel épisode de Secret Origins, de la toute première maman enceinte au monde aux chambres cachées de la Grande Pyramide. Les découvertes récentes n'ont fait que stimuler spéculation et fascination encore davantage. Mais quoi? Ces découvertes révèlent-elles vraiment quels secrets? Que pense-t-il du mystérieux pays d'Égypte? En 2011, une étrange découverte archéologique a eu lieu. Fabriquée dans l'ancienne ville égyptienne de l'Avaris, près d'eux. Dans une enceinte royale, les archéologues ont découvert 4 fosses, contenant un total de 16 morceaux plus grands. La taille moyenne des mains droites humaines est estimée à environ. L'amande particulière, vieille de 3600 ans, était proche du roi. Le palais de Hayan, un souverain de la Haute-Côte. À l'ouest, groupe asiatique qui a autrefois exercé le pouvoir dans le nord de l'Égypte, cela a conduit à l'hypothèse que ces mains pourraient être là. Plus ancienne preuve matérielle d'un ancien pratique où les soldats sectionnaient le droit la main de leurs ennemis après la victoire les échanges. Contre-extraire-leur puis l'éliminer dans des fosses désignées. Le site archéologique remarquable de Saqqara. Partie d'une ancienne nécropole associée à Memphis, ville égyptienne. Première capitale de l'Égypte. L'unification de la Haute et de la Basse-Égypte. Ce site historique
Elle a prospéré jusqu'au 7e siècle environ de notre ère. Et abrite de nombreux tombeaux royaux élaborés, quelques-uns. Il y a des années, des archéologues fouillaient ce site. Découverte d'une incroyable collection de reliques anciennes, qui avait caché l'âne dans les sables du désert pendant plus de, il y a 2500 ans. Parmi ces trésors, se trouvaient des dizaines de animaux sacrés sacrifiés, 255 paints, des cercueils en bois et de nombreuses statues magnifiques. Cependant, la découverte la plus fascinante fut une mystérieux rouleau de papyrus dissimulé à l'intérieur l'un des sarcophages que ce rouleau est maintenant. Connu sous le nom de, on estimait initialement que le rouleau Wiziri était moins de 30 pieds de long. Cependant, après une méticulosité, la restauration s'est révélée être une réussite étonnante. 52 pieds de longueur après une enquête plus approfondie et la traduction a révélé que le remarquable papyrus portait des inscriptions issues des légendes et mystérieux livres des morts. Ce livre ancien comprend des centaines de sorts, d'hymnes et de chants funéraires, incantations censés aider les âmes des décédés en naviguant dans le périlleux voyage vers le l'au-delà les réunissant finalement aux dieux. Mais les sables de Saqqara recèlent plus de secrets qu'on peut imaginer. Situé dans le célèbre Saqqara, le complexe du plateau de Gizeh est un site antique particulier. Structure connue sous le nom de pyramide sans tête, malgré la région est explorée de manière approfondie depuis. Plus de nombreux égyptologues pensent que, durant ces 2 siècles, seulement un tiers environ de son ancien sous-sol, des trésors ont été mis au jour. Découverts pour la première fois en 1842 par un archéologue allemand. Cette obscure, la pyramide sans tête, fut rapidement reconquise par les sables du désert en perpétuelle mutation et je restais perdu pendant il a fallu plus de 160 ans avant sa redécouverte, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle a. La base de ce vaste sanctuaire subsiste sur le site, jonché des restes singulièrement défigurés de nombreuses structures colossales qui s'ajoutent à son intrigue, contribuent encore davantage au mystère du site. Une étrange boîte en pierre gris foncé partiellement enterrée dans le sable. L'énorme couvercle rocheux de la boîte demeure curieusement intact et semble avoir été installé de telle sorte qu'il ne soit pas simplement posé dessus, mais c'est parfaitement glissé jusqu'en haut de la boîte elle-même. Un mystérieux trou de forage parfait visible sur l'un, un aspect de la boîte reste inexpliqué. À l'intérieur à proximité d'une pyramide, une autre boîte présente un design très similaire. Existe entièrement composée d'un autre volcan exotique, roche connue sous le nom de dacite. Certains observateurs affirment que de superbes et impressionnantes anciennes constructions en pierre découvertes dans ce site désormais en ruine donnent l'impression d'ayant été façonnées par une technologie légendaire disparue que nous ne comprenons toujours pas. Mais que se passe-t-il si nous examinons le monument égyptien le plus étonnant, la Grande Pyramide de Gizeh, se dressant comme la seule survivante des 7 merveilles le monde antique, est un témoignage stupéfiant à la splendeur architecturale des anciens, s'élevant à une hauteur impressionnante. Il ponctue l'horizon, tel un monument majestueux qui a captivé l'humanité pendant des millénaires malgré d'innombrables années de l'exploration et l'étude de la Grande Pyramide se poursuivent pour protéger jalousement ses secrets, les techniques employées dans sa construction, les intentions de ses architectes et le but de son énigmatique chambres intérieures. Ces énigmes persistent. Les réponses se cachent au cœur de ceux-ci. Édifice colossal, alors qu'y a-t-il à l'intérieur du grand? Jusqu'à présent, nous savons que la Grande Pyramide, la pyramide de Gizeh, abrite 3 chambres principales. La chambre du roi, située dans la pyramide, un cœur en granit rouge orné d'un grand coffre en granit dans la chambre de la reine en dessous et à l'est de la chambre du roi, avec 2 mystérieux. Les puits et la chambre souterraine semblaient espace inachevé creusé dans la roche-mère avec une fosse et un tunnel sans issue. Ces chambres sont reliées par couloirs et passages, y compris la grande galerie et le puits gallois qui, collectivement, presentent l'ingénierie et la conception complexe de la pyramide. La chambre du roi, en plus du mystérieux le coffre en granit vide, est également connu pour sa complexité. Un système de 5 chambres de décharge au-dessus d'elles ont été construit pour répartir le poids de la pyramide au-dessus de la chambre du roi, réduisant le risque d'effondrement du plafond de la chambre du haut. Un poids massif au-dessus des chambres est empilé. Empilées les unes sur les autres, elles sont relativement étroites, ils sont remplis de blocs de granit et calcaire et à l'exception de la chambre là. Plus haute, leurs plafonds sont plats. Les chambres de décharge sont connues sous les noms qui leur sont donnés par l'ingénieur britannique Wayne Dixon et le docteur James Grant qui explorent ces espaces en 1837. Les plus bas, chambre située immédiatement au-dessus de la chambre du roi. On l'appelle la chambre de décharge. La suivante est la chambre de Davison, porte le nom de Nathaniel Davison. Vient ensuite la chambre de Wellington, puis celle de Nelson. La chambre et la chambre la plus élevée sont connues sous le nom de Dame. Les récentes découvertes concernant la chambre d'Arbetna ont cependant eu lieu. Il a été montré qu'au-dessus de la grande galerie se trouvait le couloir qui mène à la chambre du roi. Il y a un creux. Cet espace désormais connu sous le nom de grand vide. Cette découverte est importante car il s'agit du premier grand structure trouvée à l'intérieur de la Grande Pyramide depuis le 19e siècle. Sa taille exacte, sa forme
Son orientation et la position au sein de la structure pyramidale ne sont pas pourtant parfaitement connues et son but reste un mystère. On suppose que cet espace vide mesure au moins 30 mètres, soit environ 98 pieds de long. Comment a-t-il été découvert depuis? Il n'y a pas de passage y menant. Le grand vide dans la grande pyramide de Gizeh était découvert par une équipe de scientifiques dans le cadre de le projet Scan Pyramide est un projet collaboratif et fort des chercheurs de diverses institutions pour utiliser des technologies innovantes non invasives, comme thermographie infrarouge, photogrammétrie laser scanner et radiographie monique pour étudier les pyramides. Représentent cela comme une averse cosmique de particules subatomiques invisibles à l'œil nu, déversant constamment sur la Terre. Ces voyageurs cosmiques sont appelés mulans, le cousin corpulent des électrons, et ils détiennent la capacité extraordinaire à démasquer l'invisible. L'utilisation de la radiographie Mulan qui tire parti de particules cosmiques qui pleuvent continuellement. La découverte du grand vide sur Terre a été essentielle pour explorer ce phénomène. Lorsque ces particules passent à travers des zones vides, dans ces espaces, ils perdent moins d'énergie que lorsqu'ils traversaient la roche solide, mais en plaçant des détecteurs à l'intérieur et autour de la pyramide. Des scientifiques se trouvaient capables de recueillir des données sur les schémas de Mulan traversant la structure sur plusieurs mois. Le Conseil suprême des antiquités égyptiennes qui l'annonce de cette découverte suggère que ce nouveau corridor pourrait être l'un des plus importants découvertes égyptologiques du XXIe siècle. Nous n'en sommes toutefois qu'aux prémices. Comprendre ce que signifie cette découverte et quel secret recèle ce mystérieux couloir actuellement, qu'y a-t-il à l'intérieur de ce grand vide? Cela reste un mystère. Pourrait-il potentiellement révéler plus d'informations sur la conception et la finalité du grand la pyramide et jeter un nouvel éclairage sur la vie et les croyances de l'ancienne civilisation qui a construit la pyramide? L'exploration du grand vide est un défi perspective car toute intervention invasive comporte des risques. Endommager le monument qui est à la fois précieux site archéologique et symbole de l'Égypte. Les chercheurs en patrimoine culturel espèrent utiliser découvrir d'autres technologies non invasives pour en savoir plus à propos de cette découverte fascinante. Mais comme je l'ai mentionné dans mon dernier message, mise à jour, aucune exploration ni enquête directe de le vide avait eu lieu. La précision du scan, la mographie de la pyramide et la modélisation des espaces vides. L'existence d'une ferme à l'intérieur des pyramides est désormais prouvée. Du grand vide situé au-dessus de la grande galerie. Toutefois, accéder à ce vide est important. Défi nécessitant un forage potentiel à moins que un point d'entrée inconnu existe à sa base. En 2019, les données des pyramides de scan les plus récentes ont été affinées. La position du grand vide le situant entre 10 et à 15 mètres directement au-dessus de la grande galerie. Si une approche à ce sujet doit être faite via percer la chambre de Lady Arbuthnot. La seconde, l'espace le plus élevé au-dessus de la chambre du roi, apparaît être potentiellement l'endroit le plus prometteur. On pourrait accéder à cette grande cavité en forant environ 7 mètres horizontalement dans le mur nord de cette chambre, avec le point d'entrée idéalement situé près du grand vide, le sol du mur sud. Raison du choix de la chambre de Lady Arbuthnot, plutôt la chambre de Campbell, plus grande et plus haute. Éviter d'endommager les chevrons de protection qui les recouvrent. Au-dessus des espaces inférieurs, y compris la chambre du roi, le forage depuis la chambre de Lady Arbuthnot permet donc une marge d'erreur plus étroite concernant le forage élévation, avec la possibilité de légers forages plus longs si la grande cavité est en pente vers le bas. Cette approche est idéale pour le déploiement d'endoscopes ou des robots pour un examen plus approfondi. Mais le problème, il est peu probable que le ministère de les Antiquités et le Tourisme permettront le forage vers le grand vide dans un avenir proche. Alors peut-être, cette pause offre l'occasion de revenir sur et réévaluer le dernier forage invasif dans le grand pyramide réalisé en septembre 1986. Dernière exploration invasive de la grande pyramide. L'opération s'est déroulée dans le mur ouest du couloir, menant à la chambre de la reine, sous la direction des chercheurs Gilles Dormion et Jean-Patrice Godin. En 1986, cette exploration a donné lieu à un livre intitulé Le Nouveau les mystères de la grande pyramide. Malheureusement, comme il a été publié en français il y a plus de 35 ans, nombre de ces idées ont été négligées par le passé. Ce qui reste dans la mémoire collective, c'est que les 3 carottes de forage n'ont rien révélé d'intéressant à l'exception du dernier qui atteint une poche du sable. Et voici ce qui est intéressant, le sable. Quartz pur à gros grains non indigènes. Le plateau de Gizeh s'étendait sur au moins 40 cm. À une profondeur de 2,65 mètres. Dormion et Godin avaient émis l'hypothèse qu'ils découvriraient des scellés, des entrepôts dans la maçonnerie. Mais le célèbre l'égyptologue Aïawa, qui a assumé la position du directeur général des monuments de Gizeh 1987, a refusé toute autorisation supplémentaire de dormance à la sonde de la Grande Pyramide. Encore lors, la découverte de la poche de sable n'était pas dénuée de sens. Bien qu'elle se soit terminée en 1986 avec des progrès dans la robotique de ces dernières années, présente un aspect fascinant. Opportunité
d'exploration plus approfondie du Faucon département de génie mécanique de la DAL l'Université de Californie, à Santa Barbara, a réalisé des progrès remarquables dans le développement de robots à corps mou capables de creuser des tunnels à travers le sable et en se faufilant dans des espaces étroits. Les robots alimentés par air comprimé sont conçus pour imiter ainsi la biomécanique des organismes vivants, minimiser la résistance au sable. L'innovation, cette approche est vraiment remarquable. Des machines ingénieuses se développent complètement à partir de l'avant en éliminant les frictions avec l'environnement. Ils déploient également une méthode unique de fluidisation de l'air, transformer le sable granuleux en un état quasi liquide, réduire la résistance et accomplir leur voyage. Plus la maniabilité du robot est fluide, plus elle dépend du mélange de tendons de traction dans de multiples flux d'air qui lui permet de naviguer verticalement et horizontalement. Une petite caméra sans fil est montée à l'extrémité du robot et soutenue par le cadre pressurisé interne. Le corps du robot peut donc fournir un flux vidéo indirect, associé à une source lumineuse. Cela permettrait pour une exploration complète d'un terrain rempli de sable cavité à l'intérieur de la Grande Pyramide. Cette technologie a déjà démontré sa valeur en archéologie. Elle a été utilisée efficacement pour examiner de petits puits souterrains dans un ancien temple niché dans les montagnes péruviennes. Mais où cela devrait-il se produire? Le robot sera utilisé dans la Grande Pyramide tout en utilisant, il semble, dans le corridor de North Face. Le choix évident est peut-être le couloir horizontal. Un point de départ plus réalisable puisqu'il ne nécessitait toute modification de la structure pyramidale. Le ministère des Antiquités satisfaction avec l'exploration discrète de la face nord corridor offre l'opportunité de reproduire cela succès quel que soit le contenu de la cavité remplie de sable. Cela pourrait révéler qu'il s'agit d'une histoire extraordinaire pour l'Égypte, ravivant l'intérêt du monde pour les mystères éternels de la Grande Pyramide. Potentiel de faire des découvertes monumentales. La Grande Pyramide s'agrandit à chaque fois. Une nouvelle information nous laisse penser que c'est élevé. Il est temps pour l'Égypte de reconnaître son potentiel du grand vide. C'est une pièce cruciale du énigme qui recèle des secrets sur la construction de l'une des plus grandes merveilles antiques de l'humanité. Et si leurs livres ou informations secrets, cela révèle comment la pyramide a été construite. Mais les découvertes époustouflantes ne s'arrêtent pas là. Tout au long de son histoire, l'Égypte a occupé une place prépondérante. Place en tant que puissance redoutable réputée pour la création de certaines des choses les plus impressionnantes et des structures grandioses dans le monde antique. La région regorge d'artefacts fascinants et des découvertes qui nous déconcertent et nous fascinent encore. Une découverte récente en Égypte semble redéfinir notre compréhension de cette civilisation ancienne de manière absolument stupéfiante. Dès son entrée dans les profondeurs de la Grande Pyramide de Gizeh, une équipe de scientifiques ont fait une découverte stupéfiante. Une immense chambre d'habitation semblerait être des machines et des technologies de pointe, par exemple, dont certaines semblent appartenir au domaine de la science. Cette découverte a non seulement étonné la fiction, explorateur, mais aussi remise en question des fondements mêmes de notre compréhension historique. Des reliques témoignent de l'existence d'une civilisation très avancée. Civilization. Ils ont trouvé une vaste chambre jamais vue avant, le logement des machines et technologies de pointe. Cette chambre défie toute explication logique. Ornée d'anciens hiéroglyphes initialement perçus comme des inscriptions aléatoires, mais plus tard compris comme instructions de fonctionnement. La technologie qui semble relever de la science-fiction, la complexité et le développement des machines étaient si extraordinaires qu'ils pouvaient rivaliser avec nos modernes compréhensions de la technologie, soulevant des questions à propos des capacités de cette civilisation ancienne. Où se trouvent ces reliques d'un ancien inconnu? Civilisation qui a été aidée par les avancées des extraterrestres comme les Atlantes. C'est hallucinant. Discovery a introduit une toute nouvelle couche d'intrigue à l'histoire déjà captivante de l'Égypte antique, un site à poursuivre les explorations et des recherches sur les profondeurs cachées de cette civilisation majestueuse. Qui étaient ces gens? Quels autres secrets sont enfouis sous les sables? Et surtout, que pouvons-nous en tirer comme leçon? Témoignage de l'ingéniosité antique. Et que se passerait-il si la chambre mène aux légendaires salles d'Amanti décrites par Dur dans les tablettes d'Émeraude? Nous ne pouvons qu'espérer qu'un jour nous le découvrirons. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que les égyptologues affirment que la plupart des sites en l'Égypte antique n'a pas encore été découverte. Moins d'1% seulement ont été fouillés. Et la rouille? 99% d'entre nous s'inclinent avant vous et merci d'avoir regardé un autre épisode de Secret Origins. Gardez l'esprit ouvert et à bientôt.